Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Dracula de 2025 par Luc Besson. Alors, j'attendais plutôt le film, même si je ne l'ai pas attendu longtemps parce que j'ai fait ma réaction au trailer hier, mais j'avais entendu parler du projet, du coup ça m'intéressait quand même. Sachant qu'on avait eu une relecture du mythe de Dracula en 2024, en décembre 2024, par Robert Eggers, sous le titre de Nosferatu, qui est une adaptation du film de 1923, mais qui est une adaptation non officielle de Dracula, de Bram Stoker. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce film-là. J'aime plutôt bien le Francis Ford Coppola qui est sorti en 93, je crois, 94, je sais plus, avec Gary Oldman dans le rôle principal. Et du coup, version de Luc Besson en 2025 avec Caleb Landry Jones dans le rôle principal de Dracula, Christophe Waltz dans le rôle du prêtre et une ribambelle d'inconnus dans le reste des rôles. Je vais vous donner mon avis rapide et après on va développer. C'est compliqué. C'est compliqué. Le film n'est pas nul. Le film se regarde. Si tant est qu'on ne connaît pas les autres films. Si vous n'avez jamais vu les autres films, ça peut passer, ça peut être sympa, ça peut être... ça peut se regarder. Quoique, on va revenir sur un point plus tard. Mais bon, on va dire qu'en gros, ça peut se regarder. La photographie est belle, vous le voyez. Dans ma réaction au trailer, on a vu des belles images également. Il y a un contraste entre le orange et le bleu pendant tout le film. D'un côté, le côté orange pour la chair, de l'autre côté, le côté froid de la mort pour le bleu. Ça parle d'un vampire qui est en quête d'humanité, donc forcément, les couleurs sont à propos. Mais, alors oui, il y a des plans sympas, il y a des petits plans, il y a un moment, il y a un espèce de travelling latéral, circulaire, pardon, où tu vois Dracula qui est assis, affalé sur sa chaise et qui bouge un peu au ralenti, alors que pendant qu'il y a un travelling circulaire, il y a ces hommes de main qui sont en accéléré, qui lui apportent plein de choses à table, et lui qui bouge un peu en vitesse normale, mais qui est un peu amorphe. Il y a des petits trucs comme ça, il y a quand la nana ouvre la boîte à musique et qu'elle entend la musique qui lui fait revenir tous ses sentiments, tout ça machin. T'as aussi un travelling circulaire pour montrer qu'elle est submergée par ses émotions et ses souvenirs. Voilà, bon, il y a des trucs un peu comme ça. C'est assez classique dans ce genre de plan et de mise en scène et ce que ça veut dire, mais ça marche toujours bien. Voilà. Donc, bon, on le sait, Luc Besson, c'est pas un tâcheron. Il y a une belle photo, il y a une belle aria. Les acteurs jouent très bien. À part un moment, il y a Caleb Landry Jones qui nous sort un rire de hyène. À un moment, j'ai pas compris. Ça m'a un peu cassé le délire, mais bon. Le reste du film, il est vraiment très bon. Là où je vais avoir un problème avec ce film, c'est dans le ton. C'est dans le ton. Disons que pendant les 20 premières minutes, ça va, t'es dedans. Bon, je demande pas à ce que ça soit un remake horrifique non plus, comme c'était le cas de Nosferatu, qui vraiment met l'accent sur le côté horreur du personnage. Non, là, c'est plus léger. C'est peut-être trop léger. C'est peut-être trop léger. Sincèrement, moi, j'ai eu l'impression de voir une comédie romantique avec des blagues. Enfin, avec des blagues. Pas avec des blagues, avec des effets de mise en scène comique. Et c'est là où moi j'ai du mal. Tu me racontes l'histoire de Dracula, tu me fais une comédie romantique avec des effets comiques. Non, ça va pas ensemble, c'est antinomique. Tu me fais une tragédie, tu me fais un film d'horreur, je prends. Tu me fais une comédie romantique, non. Pourquoi le problème de ton ? Pourquoi le problème de ton ? C'est très simple, à partir de à peu près 20 minutes de film, on est en plein
dans le Dracula qu'on connaît. On a Vlad Tepes qui mène des guerres. Bon, le film commence, il est en train de baiser sa nana. Donc voilà. Ensuite, il part à la guerre. Il a quand même du mal à aller à la guerre parce qu'on lui met son armure et par 3 fois, il va vouloir rebaiser sa femme. Donc c'est ces soldats à la fin qui le chopent et disent bon, bah, arrêtez de baiser, il y a les mecs qui sont à nos portes là, il faut arrêter de baiser, il faut y aller maintenant. Mais vraiment. Et du coup, il y a toute la scène de bataille, il tue plein de gens. Bon, il y a la fameuse scène où tu vois en silhouette avec le ciel rouge et tout machin, qui est aussi un peu repris du Coppola, je pense, si mes souvenirs sont bons. Enfin, cette esthétique rouge avec le ciel rouge et les silhouettes et tout ça, il me semble que c'était dans le Coppola, ça. Et évidemment, le meurtre ou la mort de sa femme, c'est quand même assez dramatique. On est dans un film d'époque avec des chevaliers qui se battent et tout machin à l'épée, qui se transpercent la jugulaire, et sa nana qui meurt, et lui qui la prend sur le champ de bataille en train de pleurer, machin, qui renie sa foi en Dieu et qui tue l'évêque, et qui se fait damner pour l'éternité. Alors on part là-dessus. Et à partir du moment où on arrive au vieux Dracula, où il y a Thomas, je sais plus comment il s'appelle, le notaire là, qui est joué par Keanu Reeves dans le Coppola, dès que lui il arrive, le ton devient un peu plus léger. C'est trop détendu. Déjà on voit Dracula avec son visage vieux direct. On l'a en silhouette là comme dans le trailer. Et boum, il apparaît devant le personnage et on le voit entièrement éclairé, on voit son visage déformé par la vieillesse. Ça. Je demandais pas à ce qu'on voit que ses mains comme Orlok dans Nosferatu, pour montrer l'emprise qu'il avait sur les gens, mais un petit peu plus de suspense, là on le voit direct. Bon bref, il me semble que c'était aussi le choix de Coppola, même s'il y avait des jeux sur les ombres et tout ça machin qu'il n'y a pas du tout dans ce film là. Là on le voit tout de suite et j'ai envie de dire, il y a une ambiance qui me plaît pas dans ce film, c'est que ça se veut sérieux, mais il y a des petites touches. Par exemple, il a des serviteurs. Et les serviteurs, c'est les gargouilles du bossu de Notre-Dame. Mais vraiment. Vous voyez les 3 gargouilles là? C'est les mêmes en images de synthèse. Elles parlent pas, mais elles ont la même gueule. Et elles font pas peur, on dirait un cartoon. Et moi déjà ça j'ai fait quoi? Et non, je dis une connerie, je suis désolé, j'ai dit une grosse connerie, je disais que le ton un peu léger, décalé, cartoonesque arrive au moment où le notaire arrive. Faux, nul, zéro. De la merde ce que je dis. Ça commence immédiatement quand la femme meurt et qu'il renie Dieu, c'est-à-dire qu'il va vouloir se suicider. Il va se jeter de son balcon, d'une tour. On va avoir le même plan que dans celui de Coppola où sa femme se suicide, sauf que là c'est lui. Et on a ce plan où il se jette dans le vide, on a un cut, on a un plan, on a l'autre plan tout de suite sur la porte d'entrée, et lui qui rentre en boitillant, qui fait mais pas genre, il souffre pas, il est pas dans la souffrance exacerbée, il fait et il remonte, et on le revoit se jeter du balcon, on le revoit revenir 3, 4 fois. Et du coup, ça fait un comique de répétition. Et 30 secondes avant, on le voyait pleurer et hurler à la mort sur le cadavre de sa femme et tuer l'évêque là, en lui disant ouais, je renie Dieu, machin, là, dis-lui, transmets-lui ce message, mon âme ne lui appartient plus, machin, là. Et là, t'as un comique de répétition d'un mec qui se jette dans le vide et qui revient, et qui se jette et qui revient. Et franchement, c'est ce moment-là qui m'a fait décrocher du film. Vraiment, à partir de là, j'ai plus été dans le film jusqu'au bout. Parce qu'il y a ce ton qui me plaît pas, qui va pas au film, en fait. C'est même pas qui me plaît pas, c'est que ça va pas avec ce que le film veut raconter. Et du coup, on a... donc c'est clairement un remake du Coppola. En plus, ce qui est bizarre, parce qu'il me semble que le film de Coppola prend beaucoup de liberté par rapport au livre de Bram Stoker. Je me demande même si l'histoire de réincarnation de sa femme, c'est pas un ajout du film de Coppola par rapport à la... Parce qu'il me semble que dans le film de Coppola, si je me souviens bien, il y a toute une métaphore sur le cinéma de l'époque
Et il me semble que c'était ce truc de renaissance de sa femme, il y a un rapport avec ça. Je me souviens plus, je vous avoue que c'est très flou. Le Dracula de Coppola, pour moi, ça fait beaucoup d'années que je ne l'ai pas vu. Mais bon, il y a quand même des trucs qui me restent en tête. Et là, du coup, on est clairement sur un remake de ce film-là. Donc bon, voilà. Vous le revoyez encore, le Bram Stoker, le Coppola, il est parfaitement regardable maintenant, il n'a pas vieilli. Bon, il y a un peu Keanu Reeves qui joue mal, mais bon, voilà. Mais le reste, c'est génial, quoi. En termes de mise en scène, il y a des trucs de fou, quoi, pour l'époque. Là, je vois pas l'intérêt de faire un remake, donc même à la sauce française, si c'est pour mettre que des dialogues en anglais et mettre tous les acteurs américains, bon, bah, voilà, la note à la française. Et donc ce ton toujours. Pareil, il y a une chose qui change du coup du Francis Ford Coppola, c'est qu'on voit qu'il a des pouvoirs de télékinésie, donc en étant vampire et tout ça, machin, ok. C'est pas Magneto, hein, il s'en sert pas non plus pour faire des trucs de ouf, mais on le voit qu'il pousse des choses un peu à distance, il ferme des portes sans les toucher ni rien, ok. Ok, ça passe. Il y a même peut-être une transformation en loup un peu subtile au début. On voit un loup avec des yeux rouges et après qui surveille l'arrivée du notaire et après il est dans son château. Donc voilà, ça j'ai bien aimé parce que ça colle au mythe du vampire. Mais d'un coup, il te rajoute ce truc qui diminue l'aura du personnage et qui en plus fait un gros doigt un peu au mythe du vampire. C'est-à-dire que le vampire normalement il a un côté sex appeal. Bestial auquel les femmes ou les hommes d'ailleurs ne peuvent pas résister. Et du coup dans ce film là il n'a pas ce sex appeal là, il utilise un parfum qu'il a trouvé on ne sait où et dès qu'il s'en met tout le monde veut lui sauter sur le paf. Alors choix un peu discutable parce que du coup c'est censé faire partie de ses attributs de vampire, donc c'est à dire que quoi s'il avait eu ce parfum il n'aura jamais eu de victime parce que bon, avec sa gueule, c'est compliqué. Mais du coup, ça diminue l'aura du personnage, ça diminue l'aura mystique qu'il a, ça diminue le charme même du personnage. C'est quand même un attribut typique du vampire que d'arriver à séduire ses proies. Et c'est comme ça qu'il les mord. Les femmes et les hommes lui offrent leur coup. Parce qu'ils ont un rapport charnel à ce moment-là, parce qu'ils sont séduits, ils sont complètement sous emprise. C'est pour ça qu'il y a tant de fois les mains de Nosferatu dans le film. Il y a une emprise sur ses victimes. Donc là, le coup du parfum, j'ai pas aimé. Et en plus, ça donne droit à une espèce de scène de danse. Et c'est pareil, là, tu vois, ça devient de la comédie musicale un peu loufoque. Et t'es là, tu te dis, mais... Alors que c'est quand même, il va y avoir un massacre dans une abbaye, non? Toutes les nonnes se mettent à danser, limite. Et il y a un petit clip musical, limite. Et puis, pareil, quand tu traverses les différentes époques, Paris, machin, pareil, il met son parfum, et puis voilà... Je sais pas, ça m'a pas plu du tout. Et du coup, à un moment, il y a quelqu'un qui se fait attaquer par un vampire. Et la scène est très sérieuse. Il y a quelqu'un qui se fait attaquer par un vampire. Et il y a Christophe Waltz qui va couper la tête de la vampire. Et en fait, le corps va continuer à vivre quelques secondes et va continuer d'étrangler sa victime. Non, c'est Christophe Waltz qui se fait étrangler, c'est quelqu'un d'autre qui coupe la tête. Dans un film avec une intention d'horreur ou d'angoisse, le fait d'avoir séparé la tête du corps et que le corps continue à t'étrangler, ça aurait été hyper oppressant, ça aurait continué à maintenir une tension, t'aurais eu un cut sur la tête du mec qui comprend pas, qui se dit « Putain, mais on l'a décapité et elle continue à me serrer le cou, quoi. » Ça aurait provoqué une tension. Là, dans un film avec cette ambiance-là, moi j'ai rigolé. J'ai trouvé ça drôle. Et c'est pas que découper une tête ça me fasse rire, non, loin de là. C'est juste que avec le ton global du film, avec les gargouilles de Disney, avec la comédie musicale quand il met du parfum, avec je me jette 4 fois de suite du balcon de 300 mètres de haut et je ressors en disant cette scène elle m'a fait rire.
Alors que c'est pas du tout l'intention de Luc Besson, je pense, à ce moment-là. Et puis même, les échanges sont vachement légers. J'ai commencé à me dire ça quand le personnage de Christophe Waltz arrive, se présente au début du film, au bout de 20 minutes, et qui commence à enquêter sur la vampire, là. C'est hyper léger, il a des petites notes de cynisme, un peu d'humour et tout ça, machin. Mais j'entendais des gens rigoler dans la salle, et je me dis, est-ce que t'es censé te marrer devant un film de Dracula ? Bah, je suis pas sûr en fait, je suis pas vraiment sûr. Et est-ce que t'es censé avoir des petites notes un peu légères comme ça ? Bah j'en sais rien, et je ne pense pas. Je ne pense pas. Si je veux regarder Dracula et me marrer, je regarde Dracula mort et heureux de l'être, avec Leslie Nielsen. Voilà, ça c'était drôle ça. Mais là, j'étais assez perplexe pendant tout le film. Donc bon, je vais commencer à regarder mes notes parce que là, ça fait 15 minutes que je parle du ton du film et c'est tout quoi. Mais c'est un gros problème du film. Ça fait que c'est vraiment ça qui m'a fait décrocher et que j'ai pas pu re-rentrer dans le film. Donc c'est un gros problème pour moi. Un autre gros problème pour moi qui m'empêche aussi de rentrer dans le film, c'est que tous les décors intérieurs, notamment les escaliers principaux de chez Dracula et la reconstitution des décors quand il n'est pas encore un vampire, ça fait faux. Il y a un problème de patine sur les décors. Il y a certaines colonnes, on dirait qu'elles sont en cire. Il manque de la patine dessus, il manque un effet de usé, ça fait trop neuf et en même temps ça fait trop peint. Je sais pas si vous voyez, il y a des pylônes dans ce film, donc des pylônes qui sont censés soutenir des voûtes et tout machin, qui sont dans un espèce de rose un peu... Il y a des bougies comme ça qui sont de cette couleur, vous savez, un peu pailletées. Vous voyez un peu ? Et ben il y a des colonnes qui sont comme ça, et j'avais l'impression de voir des grosses bougies en fait. Alors que c'est censé être des colonnes en pierre, tu vois. Et là le problème c'est que j'ai l'impression de voir des grosses bougies molles en polystyrène. Et ça m'a fait ça sur plusieurs passages dans le film, notamment sur les escaliers, sur ces colonnes là. Et je sais plus trop, à un moment aussi, ça m'a refait ça, et je fais oh là là. Ah, c'est pas beau, hein. Attention, c'est pas beau Luc là. Oui, il y a un détail qui m'a fait marrer. Quand la femme de Vlad meurt, elle se fait prend le pied dans un piège à loup. Donc du coup, elle reste debout, machin, et elle se fait tuer. Et elle va s'effondrer, et Vlad l'attrape, il la prend dans ses bras, il la déplace de 2 mètres et il la pose par terre. Elle était pas bloquée dans le piège à loup. Comment t'as fait ? Ah, dans cette voile, il y a un très beau plan. C'est qu'au moment où le cheval de la femme de Vlad, Elisabetta, se prend le pied dans un piège à loup, elle tombe dans un espèce de ralenti. Et en fait, elle a une espèce de coiffe avec un voile violet. Et en fait, quand le cheval part en avant et elle va tomber au ralenti, et il y a en fait son voile qui va faire une espèce de mouvement comme ça, qui est ultra beau et ultra esthétique à l'écran. Ça l'entraîne dans sa chute, mais ça fait une espèce de forme comme si on avait jeté un voile dans de l'eau et qu'on le voyait bouger au fil de l'eau, quoi. Ce plan est super beau, il m'a marqué parce que je le trouve très esthétique et très très beau. Voilà, ça valait le coup de le mentionner. Et pareil, il y a... bon, je reviens sur le ton, je suis désolé, mais il y a une scène qui m'a un peu dérangé aussi. En fait, Dracula, c'est un peu un guignol dans ce passage-là, parce qu'on a le notaire qui est à l'autre bout de la table, qui cherche des papiers. Il y a une espèce de souris qui monte sur la table, et Dracula regarde la souris, regarde le notaire qui est toujours en train de chercher ses papiers. Il chope la souris, il la met au-dessus de son verre, il l'éclate comme ça, il y a du sang qui coule, il jette la souris au feu derrière lui, et après il y a le notaire qui se relève, il continue à parler en attendant, et ça fait vraiment un peu Tom et Jerry, ça fait un peu, ça fait un peu cartoon quoi. Et t'es là, tu fais, voilà, c'est bizarre, comment c'est tourné, enfin comment ça s'enchaîne, comment c'est mis en scène, t'as vraiment l'impression que c'est un gag quoi, limite, et c'est censé te montrer la menace que représente Dracula, et c'est tourné comme une blague, t'as l'impression. Il y a quelque chose dans la mise en scène qui... En fait, en laissant le notaire hors champ qui regarde par terre, l'enchaînement, la vitesse, le rythme
comment c'est tourné, ça donne un effet comique. Et là, t'es censé présenter Vlad comme une menace. Et ça marche pas. Il y a un truc qui marche fondamentalement pas dans cette scène. Pareil, en termes de réalisation, il y a un truc qui est très bizarre. C'est qu'il va y avoir des flashbacks. Donc ça se passe quoi? Ça se passe en 1700, en 1800, je sais plus. En tout cas, la dernière partie. Oui, parce que ça se passe en 1400 et quelques, et il y a 400 ans d'écart après. Donc oui, ça se passe à peu près en 1800. Et les flashbacks de... C'est pas Elisabetta, du coup c'est Mina. Les flashbacks de Mina, ils sont avec un effet de pellicule. Mais un vieil effet de pellicule, quoi. Et vu l'époque, tu m'aurais mis une teinte sépia. Avec vraiment l'image un peu encore plus pourrie que ça. J'aurais dit bon, d'accord. Mais là, l'image elle est en couleur. Et t'as des effets de striure sur la pellicule et tout. Je sais pas, c'est bizarre, ça fait à la fois vieux, d'accord, mais ça fait trop moderne pour l'époque du film. La couleur, on l'a eu dans les années 60, 70. Donc là, en 1800 et quelques, tu me mets de la couleur avec un effet comme ça. Ouais, le cinématographe, c'est pas tout de suite, c'est un peu après, tu vois, mais... Enfin, c'est à la fin 18e, c'est à la fin 1800, donc c'est 19e. Je sais pas, il y a un truc qui colle pas, pareil, la technologie, elle colle pas, elle est pas raccord. Donc, mets-moi au moins du noir et blanc, déjà. Parce que Nosferatu, il est sorti en 1923, il était en noir et blanc. Donc, voilà, là, on est au moins 40, voire 50 ans avant. Ne mets pas de la couleur si tu veux faire un effet comme ça. Je trouve que ça marche pas. Et aussi, le problème que j'ai, c'est que Dracula est montré comme un espèce de héros maudit. On n'a pas le côté démon qui fait peur. On a un ton léger et comique. Et on a beaucoup d'histoires d'amour avec Mina, avec Elisabetta, machin, nina. Et du coup, on ressent plus le côté Roméo et Juliette maudit, côté vampire. Donc, un peu Twilight, en fait. Que une vraie tragédie d'un mec qui a passé 400 ans à retrouver son amour perdu. On le sent pas, ça. On le sent pas à cause des effets comiques. Si tu mets des effets comiques, ça atténue ta tragédie. Et du coup, bah, ça marche pas, quoi. Du coup, c'était compliqué. Et donc, du coup, tu ne fais pas de Vlad Tepes un méchant. C'est quelqu'un qui est maudit, c'est un amour maudit, c'est un anti-héros au pire, un héros au mieux. Et je suis désolé, c'est quand même quelqu'un qui bouffe des gens. Donc, je sais pas, c'est très compliqué. On a une belle symbolique à la fin, les cendres de Vlad qui s'envolent par la fenêtre du château et qui se dirigent vers le soleil. Voilà, l'illumination, il s'est repenti. Donc il a enfin accès au paradis, machin, hein, vers la lumière. Voilà, bon, il quitte l'obscurité pour aller vers la lumière. Voilà, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais au moins c'est une belle image. Voilà. Et on va finir sur ce plan d'une gargouille Disney qui fait du MMA. Qui fait une prise de MMA à un des mecs qui vient envahir le château de Dracula. Voilà, donc chorégraphie de combat dans la bataille finale avec Caleb. Ça marche bien. Mais ça, ce plan de la gargouille Disney qui fait du MMA, c'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué. Donc voilà, je crois que c'est Danny Elfman qui a la musique. Je n'ai retenu aucun thème. Donc, compliqué aussi. Donc en gros, bah, c'est pas foufou. Sincèrement, c'est pas foufou. J'ai pas passé j'ai pas passé un mauvais moment, c'est faux. J'ai pas passé un bon moment. J'étais tiraillé entre ouais ça va et ah non, quelle faute de goût, quelle faute de... Non, ça marche pas, c'est pas bon. Donc bah, je peux pas dire que le film est bien en fait. Je peux pas dire que le film est bien. Regardez celui de Francis Ford Coppola, il est encore vachement bien. Il a pas vieilli, je trouve. Et celui-là... il amoindrit Dracula, il le diminue fortement. Il perd son côté maléfique, il perd son côté damné, je trouve. Il perd son côté effrayant. C'est à peine mieux qu'un Twilight, hein. Vraiment. Parce que là, en termes de vampires
qui est pas impressionnant, qui fait pas peur, ouais, c'est à peu. Heureusement que Caleb Landry Jones joue extrêmement bien, parce que on n'est pas loin du nanar, c'est méchant pour Luc Besson. Et c'est faux parce qu'il y a une belle photographie, il y a une belle façon de filmer. Mais il y a un problème de ton. Le ton, c'est hyper important. Et là, on vacille entre les scènes de comédie romantique et du cartoon. Et moi, si tu me disais, qu'est-ce que t'attends du prochain Dracula, j'attendais pas comédie romantique et cartoon. Pas du tout. Non. Donc, je ne demandais pas encore une fois la version horreur de Nosferatu, mais je m'attendais à frissonner un peu, quoi. Je m'attendais à avoir peur. Vraiment à serrer les fesses à un moment, à me dire, putain, le vampire. Peut-être que j'idéalise trop la figure du vampire. Le vampire, c'est une histoire qui me fascine depuis que je suis tout petit. Et rares sont les œuvres qui ont réussi à me procurer ce petit truc que je recherche dans le vampire. Il y a le livre de Richard Matheson, Je suis une légende, où je retrouve ça, qui a complètement disparu de l'adaptation du film avec Will Smith. Là. Ne regardez pas cette daube, c'est nul. Le livre est monstrueux et l'histoire n'a rien à voir. L'histoire est 10 000 fois mieux dans le bouquin. Bref, Entretien avec un vampire, je retrouvais un petit peu ce côté séducteur et effrayant. À part ça, je sais que je vais sûrement choquer. Ah oui, si, Vampire de Carpenter. Là, en termes de vampire qui fait flipper... Comment il s'appelle? Valek. Ah ouais, le maître vampire Valek, il est incroyable. Et c'est celui qui joue Terry Silver dans Cobra Kai en plus. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais c'est lui qui joue Valek, le maître des vampires. Incroyable. À part ça, voilà, j'ai jamais réussi à retrouver un truc... Ça va peut-être vous faire rire, mais les vampires de Buffy, je trouve qu'ils faisaient flipper. Ils avaient une gueule qui est... Vampire, vous avez dit vampire aussi. Fright Night, avec leur espèce de bouche géante là. Il y avait un côté flippant. Je crois que c'est depuis ce film que j'adore le mythe du vampire depuis que je suis petit. Parce que je l'ai vu très jeune et ça m'a traumatisé. Je l'ai revu il y a quelques années, je trouve ça rigolo, mais voilà. Ouais, et je parle pas de celui de Colin Farrell, hein. Non, virez-moi cette merde, je parle de celui des années 80, qui est génial. Donc voilà. Et du coup, c'est pas ce film-là qui va me réhabiliter qui va me rabibocher avec le mythe du vampire au cinéma, malheureusement. Il faut que je regarde 30 jours de nuit un jour, il paraît que c'est trop bien. On verra. Voilà, donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Problème de ton. Et ça casse le film, vraiment ça casse le film. Voilà. Je pense que je vous ai tenu déjà assez de temps, putain une demi-heure. On va arrêter là, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Voilà. On met un petit boubou si on a aimé, on n'hésite pas à s'abonner. On fait les dimanches soirs les lives sur Elden Ring. Et j'ai pas mal de réactions trailers qui arrivent là. J'en ai 8-9 encore à vous sortir. Et du coup, voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, c'est là pour ça. J'aime beaucoup les échanges qu'on a après sur les reviews des films, sur les solos. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des bisous. À ciao, bon dimanche. Solo.